peux-tu me passer le petit tournevis qui est dans le sac, s'il te plaît? Technicien, es-tu en train de bouder? Non, je boude pas, je réfléchis. C'est en rapport avec ta nouvelle émission? Quoi? T'es au courant? Technique Geek, c'est bien ça? Ouais, je voulais avoir ma propre chaîne, tu comprends? Mais ça a pas bien fonctionné. Oh, j'en suis navré. Tu veux m'en parler? Non, j'ai pas envie. Très bien, je n'insiste pas. Bon, allez, d'accord, je te raconte. En fait, j'avais juste lancé le pilote de mon émission. Le sujet était la prochaine saison de Doctor Who. Bienvenue dans Technique Geek. Aujourd'hui, on va parler de THE série, la plus magistrale, la plus longue aussi, Doctor Who. La prochaine saison est sur la rampe de lancement, avec un grand chamboulement dans la série. Le Docteur, jusqu'ici joué par des hommes, est désormais incarné par une femme, l'actrice Jodie Whittaker. Et ça va être épique! Mais avant d'en parler davantage, à vous de me dire quelles sont vos attentes sur notre Discord. On a en ligne pour commencer un certain... Nevar. Bonsoir Nevar. Bonsoir. Tiens, c'est bizarre, votre photo de profil me rappelle quelqu'un. Vous vouliez nous parler de Doctor Who? Je voulais surtout faire part d'un ras-le-bol. Ah? Ras-le-bol du lobbying féministe qui va jusqu'à mutiler nos films et nos séries télé. À quand un James Bond féminin tant qu'on y est? Ok, je vois pas trop ce qui est gênant, et en plus ça s'explique très bien dans l'univers de la série. Pas du tout. Comment voulez-vous que le docteur soit encore un docteur si c'est une femme? J'ai pas trop saisi là. Le docteur a toujours eu un esprit scientifique, une logique implacable. Or, on sait que les hommes sont bien meilleurs que les femmes dans les domaines scientifiques. On va dire qu'on n'a rien entendu, et on va prendre quelqu'un d'autre. N'avez-vous jamais remarqué que nos grands scientifiques sont majoritairement des hommes? De tout temps, l'homme et la femme ont toujours eu des domaines de compétences différents. C'est comme ça, c'est la nature. Le docteur a toujours été un homme. C'est comme ça, c'est la nature. Pourquoi je peux pas couper? Ah, on veut me censurer. Dès qu'on parle de faits naturels, on tombe dans le déni. Et en plus, on fuit le débat. Ah, bravo! Belle démonstration de courage, de contre-argumentation, bel esprit critique. Et voilà. En voulant faire ce type d'émission, je pensais pas tomber sur ce type de discours. J'étais complètement sidéré, je savais même plus quoi répondre. Ça me déprime. Malheureusement, le sexisme n'a pas de limite, technicien. Et d'où il sort ces arguments moisis que les hommes ont un esprit plus scientifique que les femmes? Oh, vieux stéréotype que l'on a là, et qu'il nous faut déconstruire. Car si les performances entre les hommes et les femmes dans les domaines scientifiques, tels que les mathématiques, peuvent être différentes, la cause n'est pas à chercher du côté de la biologie, mais du côté des stéréotypes qui contribuent à des écarts de performance. J'ai pas trop compris. Laisse-moi t'expliquer. Les filles sont-elles vraiment nulles en maths? Peut-être avez-vous déjà rencontré, explicitement ou implicitement, cette idée que les filles seraient moins douées que les garçons sur des exercices d'arithmétique et de géométrie. Ou encore que les garçons seraient généralement plus doués en sciences et les filles plus douées dans des disciplines dites littéraires, créatives ou sociales. Ce stéréotype des garçons plus doués que les femmes en mathématiques et en sciences est renforcé par la surreprésentation des hommes dans les disciplines scientifiques. Un petit aperçu des lauréats à la médaille Fields, l'une des récompenses les plus prestigieuses en mathématiques, nous offre un diaporama quasi masculin. Au premier abord, une chose semble certaine. Il y a bien une surreprésentation des hommes dans le fabuleux monde des mathématiques. La question est de savoir pourquoi. Cette surreprésentation est-elle la conséquence directe d'une différence de compétences mathématiques enracinée biologiquement entre les hommes et les femmes, ou est-elle la conséquence d'autres facteurs, tels que des facteurs psychologiques et socioculturels? Faisons d'abord le point sur le contexte dans lequel cette question s'est articulée. Contexte. La différence homme-femme est un sujet épineux, car dès que nous en parlons et qu'importe nos perspectives, nous partons avec un héritage historique et culturel bien pesant, héritage qui ne permet pas toujours d'évoquer ces sujets de manière dépassionnée. Tout commence dans notre lointain passé par l'instauration de ce qu'on pourrait nommer le mythe de la virilité, affirmant la supériorité de l'homme sur la femme. Cette supériorité implique une différenciation nette entre deux pôles opposés, ce qui est masculin d'un côté, ce qui est féminin de l'autre. Chaque pôle a ses spécificités, qu'on retrouve encore aujourd'hui parmi nos stéréotypes. Par exemple, les hommes seraient davantage rationnels, capables d'user de leur force et de leur courage. Les femmes seraient davantage émotionnelles,
traditionnels, capables de douceur et d'amour. Ces stéréotypes sont au service de la domination masculine et ont été justifiés depuis l'Antiquité par nos récits mythologiques, par les religions, la métaphysique et même jusqu'au siècle dernier par la science. Les femmes ont longtemps été considérées comme inaptes aux activités intellectuelles. Ainsi, si la quasi-totalité de nos grands scientifiques de l'Antiquité à l'époque moderne sont des hommes, cela ne tient pas d'une confirmation de la supériorité masculine, mais c'est au contraire la conséquence de cette croyance en une supériorité masculine, les portes de la science ayant tout simplement été interdites ou très restreintes aux femmes. Les différentes exceptions n'auront malheureusement pas suffi à faire sauter ce verrou. On souhaiterait pouvoir dire qu'en ce début du XXIe siècle, nous avons enfin dépassé ces insidieuses représentations. Mais ce n'est pas encore le cas. Les femmes subissent encore de plein fouet ces stéréotypes. Au XXe siècle, psychologues et sociologues ont voulu répondre objectivement à cette épineuse question. Y a-t-il, oui ou non, une différence innée dans les compétences mathématiques entre les hommes et les femmes? Les différentes études sur les performances mathématiques des enfants ont abouti à des résultats contradictoires, laissant longtemps ouverte l'hypothèse d'une véritable différence entre les sexes. De plus, de nombreuses statistiques nous montrent bien qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques et mathématiques. Par exemple, on peut remarquer, selon les repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche de 2017, que la part des filles varie de manière significative en fonction des filières. En terminale générale, la part des filles en filière littéraire est de 79,2%, en filière économique et sociale de 60,7%, et en filière scientifique de 46,5%. Ces différences se renforcent dans l'enseignement supérieur. Selon l'Observatoire des inégalités, la proportion des filles dans les classes scientifiques préparatoires et dans les grandes écoles ne dépasse pas 30%. Comment expliquer ces écarts? On trouve jusqu'à la fin du XXe siècle deux grandes hypothèses. D'un côté, certains chercheurs comme Bendo et Stanley défendent la thèse que ces écarts s'expliqueraient par des différences intrinsèques, c'est-à-dire une différenciation sexuelle du cerveau. D'un autre côté, d'autres chercheurs comme Haeckel et Jacob soutiennent que ces différences reflèteraient plutôt des effets de croyances stéréotypées sur les individus, croyances qui dévaloriseraient les filles dans les champs des mathématiques au contraire des garçons. Mais comment trancher entre ces deux hypothèses? C'est à cela qu'ont voulu répondre les chercheurs tels que Spencer, Steele et Quinn en 1998. Expérience numéro 1. Les stéréotypes réduisent-ils les performances scolaires? Les chercheurs veulent savoir si le stéréotype négatif selon lequel les femmes ont des capacités mathématiques moindres par rapport aux hommes a des conséquences concrètes sur leurs performances. 35 femmes et 24 hommes, étudiants de l'université du Michigan, ont été sélectionnés pour participer à l'étude. Tous ont en commun d'avoir un assez bon niveau en mathématiques. Ils vont tous devoir passer de tests sur ordinateur impliquant des connaissances d'algèbre avancée, de trigonométrie et de géométrie. À un premier groupe, correspondant à la moitié des participants, on informe les étudiants que le premier test a montré qu'il y a des différences entre les sexes et que le deuxième test n'a montré aucune différence. Au second groupe, on indique à l'inverse que le premier test n'a montré aucune différence entre les sexes et que le deuxième test a montré des différences. Les chercheurs ont ensuite compilé les résultats par sexe selon ces deux conditions où l'on présente le test soit comme ayant une différence en fonction du sexe, soit comme n'ayant aucune différence. Voici les résultats. Les chercheurs observent que les femmes ont des performances inférieures aux hommes quand elles ont préalablement été informées que le test révélait des différences en fonction du sexe. Mais lorsqu'on leur indique au préalable qu'il n'y a aucune différence, les performances des femmes n'ont plus d'écart significatif par rapport aux hommes. Les chercheurs ont renouvelé l'expérience sur une autre population d'étudiants ayant un moins bon niveau en mathématiques que les précédents participants. L'expérience est quasi similaire et les résultats aussi. Encore une fois, on note que les performances des hommes et des femmes ne montrent aucun écart significatif quand on leur précise qu'il n'existe aucune différence entre les sexes. Néanmoins, les femmes ont sous-performé quand on ne leur donne aucune précision. Explication.
Ces expériences semblent clairement indiquer que la différence de performance n'est pas la conséquence d'une différence de capacité, mais bien la conséquence d'un stéréotype. En effet, quand on annonce aux étudiants qu'un test de mathématiques a révélé des résultats différents selon les sexes, les femmes entendent par là qu'elles auront plus de difficultés pour cette épreuve. A l'inverse, les hommes entendent par là qu'ils seront avantagés. Le stéréotype apparaît dès lors comme une menace pour le groupe stéréotypé, ce qui va générer une plus forte pression et donc diminuer les performances. Cette théorie a été formulée par Claude Steele et Joshua Ranson sous le nom de Stereotype Threats, aussi nommé la menace du stéréotype en français. Dans notre cas de figure, nous avons un groupe femmes dont les membres se savent compétentes dans le domaine mathématique. Les participantes accorderont donc une certaine importance à faire leurs preuves, à montrer leurs aptitudes. Or, durant le test, on leur a signalé qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, leur suggérant qu'elles auraient plus de difficultés à l'examen uniquement en raison de leur sexe. Les participantes se sentent alors menacées par la possibilité que leur performance puisse confirmer ce stéréotype. De là va naître une pression supplémentaire et des pensées négatives que les hommes n'auront pas. Selon Schmader et Jones, la menace du stéréotype va, d'un point de vue cognitif, diminuer la mémoire de travail des individus touchés. Cette mémoire de travail est essentielle pour les tâches intellectuelles complexes. On comprend dès lors pourquoi les performances sont moindres sous la menace du stéréotype. Cela nous permet d'ailleurs de rappeler qu'il ne faut pas confondre performance et compétence. Deux individus peuvent avoir des compétences égales dans un domaine, mais des performances bien différentes, en cela que les performances sont influencées positivement ou négativement par le contexte de traitement. On a longtemps cru que les différences de performance entre les filles et les garçons s'expliquaient par une différence intrinsèque de leurs capacités. Or, ce type d'expérience montre bien que l'écart de performance n'a rien à voir avec les capacités ou aptitudes des sujets. Combattre ces croyances est une tâche ardue, car les stéréotypes sont le plus souvent implicites. Dans l'expérience de Spencer, Steele et Quinn, la menace du stéréotype est clairement identifiée puisque les chercheurs l'ont verbalement soulignée aux participantes. Mais cette menace est-elle toujours présente quand elle n'est pas aussi clairement soulignée? Cette menace est-elle opérante dans des situations de classe ordinaire? C'est notamment à ces interrogations qu'ont tenté de répondre Huguette et Régnier avec une expérience menée en 2007. Expérience numéro 2, les garçons meilleurs en maths, les filles meilleures en dessin. 454 élèves, dont 223 filles et 231 garçons, issus de 9 collèges de France, ont été sélectionnés pour participer à un test. Chaque classe a été divisée en 2 groupes, incluant chacun un sous-groupe mixte et non mixte. Au premier groupe, les chercheurs présentent le test aux élèves comme une tâche conçue pour évaluer leurs capacités en géométrie. Pendant 90 secondes, les élèves doivent attentivement observer une figure de raie qui ressemble à ceci. On retire ensuite le modèle et on leur donne 5 minutes pour reproduire de mémoire la figure sur une feuille. Au second groupe, les chercheurs présentent aux élèves le test comme une tâche conçue pour évaluer leurs capacités en dessin. Le test est cependant identique au premier sous-groupe. Même figure, même consigne, même durée. Les copies sont ensuite évaluées par 2 juges indépendants sur un barème identique. Si une unité est correctement positionnée, l'élève obtient 2 points. Si elle est correctement positionnée mais modifiée, ou non modifiée mais mal positionnée, il obtient 1 point. Si elle est altérée ou au mauvais endroit, 0,5 points. Et si elle est manquante ou méconnaissable, 0 point. La note maximale est de 44 points. Résultat, quand les groupes sont mixtes et que l'on présente le test comme une tâche de géométrie, on remarque que les garçons obtiennent de meilleurs résultats avec une moyenne qui s'approche des 24 points contre une moyenne de 21 points environ pour les filles. Mais quand on présente le test comme une tâche de dessin, les résultats s'inversent. Les filles réussissent nettement mieux avec plus de 25 points en moyenne et les garçons avec un peu plus de 22 points en moyenne. Ces résultats semblent à nouveau confirmer la théorie de la menace du stéréotype. La tâche dite de géométrie est stéréotypée comme masculine, alors que la tâche dite de dessin est davantage stéréotypée comme féminine. Ce sont bien ces stéréotypes qui agissent sur les performances, non
les compétences réelles des personnes. Mais qu'en est-il des sous-groupes qui ont effectué le test dans des classes non mixtes? On remarque encore une différence entre les filles et les garçons dans la tâche dite de géométrie, mais on peut constater d'une part que l'écart entre les filles et les garçons est moindre que dans la condition mixte et que d'autre part, les performances sont supérieures par rapport à la condition mixte. Et quand la tâche est présentée comme un exercice de dessin en condition non mixte, les performances entre filles et garçons sont identiques. Il n'y a plus aucun écart significatif. Explication. Ces dernières expériences de Huguette et Régnier nous apprennent plusieurs choses. On constate que les compétences entre les filles et les garçons sont similaires. On le voit plus particulièrement dans la condition dessin non mixte. C'est donc la situation, la manière dont est présentée l'épreuve qui influence les performances des élèves. On remarque que cette menace du stéréotype diminue fortement quand les filles sont en groupe non mixte. Pourquoi? Car les filles dans les classes non mixtes peuvent plus facilement se représenter des modèles féminins positifs. En effet, les chercheurs ont préalablement demandé aux élèves de chaque groupe de nommer, via un questionnaire, les élèves de leur classe qu'ils trouvent les plus performants, ainsi que les élèves qu'ils trouvent les moins performants. Dans la condition géométrie en classe non mixte, les écolières ont nommé un plus grand nombre de filles ayant des aptitudes mathématiques élevées que dans la condition mixte. Alors que dans la condition d'une tâche géométrique en classe mixte, les écolières nommaient plus de filles ayant des capacités mathématiques faibles. Partant de ces informations, il est possible de poser l'hypothèse suivante. La classe non mixte a permis aux filles de se représenter davantage de modèles positifs de camarades du même sexe, c'est-à-dire des filles performantes en mathématiques. Cette représentation de modèles féminins positifs vient neutraliser la menace du stéréotype, permettant aux filles d'avoir des performances plus optimales, annulant ainsi l'écart avec les garçons. Ah la vache, ça va loin. Ça montre aussi à quel point nos systèmes d'évaluation peuvent devenir super injustes si on ne tient pas compte de tous ces effets sur nos performances. Tout à fait. Souvent, les résultats d'une évaluation ne reflètent pas tant les compétences de l'élève, mais la manière dont la situation a pu influencer ses compétences. À capacité et compétences égales entre une fille et un garçon, il sera bien plus facile pour un garçon de réussir en mathématiques, car il ne subira pas autant de stéréotypes négatifs que sa camarade. Bah tu vois, j'aurais dû dire tout ça à Raven. Dommage qu'il soit pas là pour écouter. Mais je suis là. Alors les bisounours, on est toujours incapable de penser tout seul? On va se réfugier dans des articles obscurs de science qui font la propagande de la théorie du genre? Bonsoir Raven, tu m'as l'air en pleine forme? Non, pas bonsoir. Vos petites expériences ne marchent pas. Pourquoi alors les filles ne suivent pas les mêmes orientations que les garçons? Vous n'allez tout de même pas me dire que tout cela s'explique par de simples stéréotypes. De plus, ce n'est pas parce que les écarts de performance peuvent s'expliquer par des causes externes que cela prouve que les capacités internes sont similaires. Je vais vous dire, les garçons ont de plus grandes aptitudes que les filles en mathématiques. Tout le monde le sait, même les filles le savent. C'est même pour cela que leurs performances sont moindres. Rien à voir avec les stéréotypes. C'est juste de la lucidité. C'est ça la vérité. Cette vérité qui triomphe. Ça fait du bien. En même temps, il soulève un point intéressant. Les expériences ne permettent pas d'écarter complètement les différences internes, si? En effet, et c'est pour cela qu'il nous faut apporter quelques précisions supplémentaires. Allons plus loin. Ces expériences semblent bien montrer une intrication entre les stéréotypes, croyances, environnement socio-culturel et les performances scolaires. Les chercheurs ont observé que pour se débarrasser de cette menace du stéréotype qui engendre une baisse de l'estime de soi, les filles vont avoir tendance à se désidentifier de ces domaines, se détournant ainsi des disciplines associées, se disant intérieurement que les maths ne sont pas faites pour elles. Elles vont en quelque sorte s'auto-censurer par le renoncement à la poursuite de ces disciplines. Cela nous permet de mieux comprendre les chiffres précédemment évoqués, c'est-à-dire la faible proportion des filles dans les classes scientifiques préparatoires. D'autres recherches ont apporté des éléments de réponse complémentaires. Des expériences comme celle de Jones et Watley ont montré que les professeurs de sciences et de mathématiques étaient plus susceptibles d'encourager et de féliciter les garçons que les filles. D'autres études ont montré que les parents eux-mêmes accordent
accorder une estimation des capacités mathématiques plus élevée envers leur fils qu'envers leur fille. Or, la perception des parents contribue grandement à la perception que l'enfant se fera de lui-même. Ce sont ces diverses influences de la part des parents, des enseignants, de l'opinion publique, de nos fictions, qui viendront renforcer ou diminuer la menace du stéréotype. Et là, on tombe dans un cercle vicieux, car on inverse les causes et les conséquences. Alors que ce sont les stéréotypes qui participent à abaisser les performances scolaires, on est enclin à croire que ces performances scolaires moindres viennent factuellement justifier ces stéréotypes. Oui, c'est exactement ce que je dis. Vas-tu cesser de t'infiltrer dans chaque recoin de mes vidéos? Non, je suis partout, car la vérité n'a pas de limite. La vérité, c'est que tout s'explique par des différences biologiques. Les filles sont moins douées que les garçons en sciences. C'est comme ça, c'est la nature. En 2018, le site Nature publie une recherche de Kersey, Braham, Xumita, Libertus et Kenton. Ces chercheurs ont en effet voulu répondre à l'épineuse question: y a-t-il une différence intrinsèque des capacités mathématiques entre les filles et les garçons? Pour cela, ils ont mené une étude sur plus de 500 enfants âgés de 6 mois à 8 ans. Ils ont compilé les résultats de leurs observations avec d'autres études pour obtenir une image plus complète. Leur postulat de départ est le suivant: s'il existe une différence intrinsèque entre les filles et les garçons, ces différences doivent pouvoir s'observer dès la petite enfance. On devrait pouvoir observer distinctement un écart entre les deux sexes dans la cognition mathématique précoce. Or, les chercheurs peuvent nettement conclure, à partir de leurs propres tests et des différentes études compilées, que dans la petite enfance, les garçons et les filles ne diffèrent pas dans leurs capacités mathématiques. Selon leur rapport, les garçons et les filles commencent leurs études avec des aptitudes mathématiques équivalentes. Les premières différences apparaissent plus tardivement, et les expériences, telles que celles que nous avons présentées, indiquent que ces différences tardives ont des causes externes, situationnelles, sociologiques et culturelles. Sachez que cette vaste étude est disponible sur le net en libre accès. Je ne peux que vous inviter à la consulter. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Que faire? Quelques pistes. Ces études ont un apport positif, car si ces différences de performance ne sont pas liées à des différences intrinsèques entre les garçons et les filles, si ces différences s'expliquent principalement par les déterminants sociaux, par des causes externes, alors nous pouvons collectivement agir et neutraliser ces causes. Comment? Il nous faut d'abord essayer, autant que faire se peut, de nous débarrasser de cette croyance infondée que les filles seraient intrinsèquement moins douées que les garçons dans les sciences. Cela implique aussi pour les hommes de se défaire de leur croyance qu'ils sont meilleurs que les femmes dans les domaines de la logique et des mathématiques uniquement parce qu'ils ont un chromosome Y. Il nous faut aussi veiller à ne pas confondre compétence et performance. Une performance moindre n'est pas la traduction explicite de compétences ou d'aptitudes moindres. Les performances cognitives sont à prendre en compte selon 3 éléments: le sujet, c'est-à-dire l'apprenant ou l'exécutant, l'objet, c'est-à-dire l'objet d'apprentissage ou la tâche à effectuer, et le contexte de traitement, c'est-à-dire la situation et divers déterminants extérieurs dans lesquels se font l'apprentissage ou l'exercice. Bien souvent, le contexte de traitement est sous-estimé, voire complètement rejeté. Or, c'est bien ce contexte de traitement qui explique nombre d'écarts de performance en milieu scolaire. On peut alors en tirer 2 pistes de réflexion. D'une part, le rôle des enseignants et les méthodes d'apprentissage sont à réinterroger à la lumière de ces découvertes. Le pédagogue peut veiller à s'adapter davantage au public qu'il a en face de lui, afin d'installer un contexte plus propice, c'est-à-dire un environnement sans pression, à l'abri des stéréotypes. D'autre part, nos systèmes d'évaluation sont eux-mêmes à réévaluer. En effet, nous persistons à évaluer les performances des élèves comme si cela reflétait objectivement leurs compétences, aptitudes et potentiel. Or, l'évaluation scolaire, qui prétend à ce type de critères objectifs et égalitaires, participe à entretenir d'injustes rétributions. Évaluer les performances sans prendre en compte le contexte et l'environnement peut renforcer les stéréotypes et enfermer les individus dans des étiquettes qui ne leur correspondent en rien. Les expériences de Huguette et Régnier nous ouvrent ainsi une piste intéressante quand on constate que les filles ont de meilleures performances en groupe non
non mixte. L'erreur serait de conclure que la non-mixité en classe serait une solution, car une scolarité non mixte renforcerait d'autres stéréotypes. Si les filles ont mieux réussi en classe non mixte, c'est avant tout parce qu'il leur était plus facile de se représenter des modèles féminins positifs dans leur classe. Ainsi, le meilleur moyen de contrebalancer les stéréotypes négatifs consiste à valoriser la représentation de modèles féminins positifs dans les domaines scientifiques. Et les femmes scientifiques exceptionnelles ne manquent pas. Ce qui manque par contre, c'est une plus grande visibilité de leur parcours. Là est aussi le rôle de la culture, de nos fictions, romans, films, séries, qui peuvent multiplier ces représentations positives. Ajoutons enfin que la théorie de la menace du stéréotype ne concerne pas que les femmes, mais tout membre d'un groupe stéréotypé, que ce soit en fonction de la classe sociale, de la couleur de peau ou encore d'une orientation sexuelle. Mais cela mériterait un traitement plus complet, ce que nous ne manquons pas de faire ultérieurement. Il est marrant comme ça. On va peut-être remettre le son. Quoi, t'es cinglé? Si je persiste à lui retirer la parole, il pourrait jouer la carte de la réactance. Quoi? Ah, on dirait qu'il est parti. Mon petit doigt me dit qu'il est parti se dégourdir les jambes dans la forêt censurée. La forêt censurée? Rien. Je n'ai rien dit. Oublie. Bon, du coup on fait quoi maintenant? Tu n'avais pas parlé d'une nouvelle saison de Doctor Who? Non, sérieux? Tu veux bien regarder avec moi? Oh que oui. Alors, allons-y.